Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour Jérémy, bonjour Robin, j'espère que vous allez bien. Bonjour Nathalie, ça va et toi? Bonjour Oui, Nathalie. merci. Donc bonjour à tous, merci d'être présents donc, pour ce webinaire autour de l'optimisation des coûts, notamment à travers des solutions et des méthodologies d'observabilité pour justement plus orienter voilà, la partie FinOps et puis in fine mieux gérer un petit peu tous les coûts qui sont générés au niveau de votre infra. Donc du coup, pour ce webinaire, voilà, j'ai le plaisir d'être avec Jérémy et Robin qui vont se présenter rapidement tout à l'heure. En petite introduction, donc, je souhaitais simplement souligner que ce webinaire s'inscrivait dans une série de contenus, de ressources, d'événements qu'on met à disposition, qu'on organise de manière très régulière. Donc, on a des webinaires à peu près chaque semaine qui sont organisés. On a construit donc un rapport sur les tendances infrastructure 2026 également, qui répertorie un petit peu les grandes tendances qu'on a pu observer chez nos clients. Et puis, nous avons également d'autres articles de blog, d'autres livres blancs pardon, qui sont mis à disposition sur notre site internet. Donc, c'est l'occasion pour vous d'aller consulter un petit peu toutes ces ressources. Très rapidement, donc Synapsys, on est une société de services et de conseils spécialisée donc dans les projets d'infrastructure. Donc, nous avons plusieurs domaines d'expertise, notamment l'infrastructure, le cloud, le DevOps, la cybersécurité, le modern workplace, la data, l'IA. Voilà, beaucoup de sujets sur lesquels on accompagne finalement nos clients, qui peuvent être à la fois des grandes entreprises ou des entreprises de taille moyenne. Et nous avons donc des agences disposées donc, à Paris, à Lille et à Lyon, et une capacité d'intervention sur tout le territoire, bien sûr. Et nous avons également un bureau à Kuala Lumpur pour adresser le scope international, plutôt au niveau de la partie maintenance et centre de service. Voilà, pour la petite introduction sur Synapsys. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez qu'on aille plus loin dans ces discussions et si vous souhaitez découvrir un petit peu plus en détail notre activité. Donc Robin, Jérémy, je vous laisse la parole pour vous présenter rapidement et puis pour aborder donc du coup le webinaire. On a à peu près 45 minutes, 1 heure devant nous, plutôt 45 minutes, mais voilà, on verra au fur et à mesure de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, c'est vraiment fait pour ça et on y répondra en direct. Voilà pour la petite intro. Du coup, Robin, je te laisse la parole pour te présenter. Bonjour à tous, donc je m'appelle Robin Van Dessel, je suis ingénieur DevOps chez Synapsys depuis avril 2025. Je suis actuellement en mission à Lille, chez ADO. ADO, donc c'est la maison mère de Leroy Merlin, et donc je travaille actuellement dans une équipe SRE pour les marketplaces de Leroy Merlin. Et donc je mets en place durant mon quotidien donc un cadre FinOps. C'est pour ça que je suis là pour vous parler de ça aujourd'hui. Ok, et donc pour ma part, moi c'est Jérémy Coury, je suis ingénieur DevOps également comme Robin depuis maintenant 3 ans et demi chez Synapsys. J'ai fait 3 ans de mission chez CATS, qui est une filiale de Crédit Agricole, hein, orientée plutôt innovation, dans une équipe DevOps où j'ai eu l'occasion de bosser sur des sujets d'observabilité. Et dans mon parcours précédent, j'étais chez Devoteam G-Cloud et j'ai fait un mémoire sur le FinOps. Donc on va parler un peu de tout ça aujourd'hui. Je passe à la slide suivante. Et donc, du coup, le sujet d'aujourd'hui, optimiser vos coûts en 2026, vos coûts IT en 2026, en rapport avec l'observabilité et le FinOps. Le webinaire aujourd'hui va s'orienter sur un petit peu une piqûre de rappel sur les différents aspects qu'on va évoquer aujourd'hui. Donc, on va commencer par l'observabilité, ensuite on parlera du FinOps. On refera une piqûre de rappel également sur les environnements IT, donc le cloud privé, etc. Et ensuite, on vous mettra à disposition, du coup, pas mal de solutions qui existent sur le marché pour comprendre et mieux optimiser vos coûts en rapport avec les finances IT. Donc, en première piqûre de rappel, on va parler de l'observabilité. Et quelque chose que j'aime beaucoup faire et que j'ai déjà fait dans un précédent webinaire, c'est mettre un point d'importance sur le fait que l'observabilité n'est pas égale à la supervision. Quelle est la différence? Je vais vous la dire. Globalement, l'observabilité et la supervision travaillent ensemble. La supervision, c'est entre guillemets ce qui va vous permettre de avoir des alertes qui remontent
pas mal de métriques qui sont affichées un peu n'importe où, de la manière, en fait, c'est juste un peu votre état de santé de votre infrastructure. Et l'observabilité, ça va vous permettre de comprendre ce qui se passe réellement grâce à la supervision. Voilà. La différence entre ces deux mots, ça va être que on est sur la supervision, ça va juste vous permettre de détecter des problèmes sans avoir d'explication de ce qui se passe. Vous allez avoir des lumières rouges qui s'allument à droite à gauche. Et l'observabilité, justement, ça va vous permettre, un peu à la manière d'un LLM, de comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui se passe, pourquoi j'ai des lumières rouges, quels sont les liens entre mes différents points IT. Et donc voilà. L'observabilité aujourd'hui, du coup, c'est notre sujet. Ça s'adresse à qui? Et bien justement, l'observabilité, ça s'adresse à plusieurs personnes dans votre environnement. Ça va s'adresser au DSI et au CTO. Globalement, ça va leur permettre d'avoir une vision stratégique de votre infrastructure et de garantir la disponibilité de vos services critiques, d'anticiper les risques et de piloter vos coûts. Globalement, c'est juste d'avoir une vision comme la direction a sur votre infrastructure. Le deuxième acteur qui est concerné par l'observabilité aujourd'hui, ça va être le responsable de production ou le responsable de l'infrastructure. Il va l'utiliser comme un outil au quotidien et il va lui permettre de détecter des incidents au plus vite pour éviter justement les downtime. Ça va lui permettre de mettre moins d'urgence à ses équipes, moins de stress et donc d'avoir une meilleure fiabilité des performances. Le dernier acteur principal qui est concerné justement par l'observabilité, c'est qui? Eh ben, c'est justement les équipes qui travaillent dans la résolution des problèmes. Donc, on va parler d'équipes DevOps, DevOps SRE, les équipes cloud, les équipes ingénieurs infra, en fait, qui vont s'en servir comme levier d'efficacité. Ça va leur permettre d'automatiser la détection des anomalies, d'optimiser leur performance applicative et éviter en fait de passer trop de temps à éteindre les incendies. Globalement, ce temps qui est gagné, ça va leur permettre d'être réinvestis pour améliorer leur travail, améliorer le service globalement et d'avoir plus d'innovation dans leurs équipes. Le deuxième point, du coup, sur lequel on va faire une piqûre de rappel, c'est le FinOps. Et je vais laisser Robin en parler. Oui, au niveau du FinOps, le FinOps, c'est quoi? Donc, on a eu une récente, depuis les années 2010, il y a eu une explosion des usages du cloud, surtout avec récemment les usages, dans l'intelligence artificielle. On estime le marché du cloud à 400 milliards en 2025. C'est une augmentation de plus 25 par rapport à 2024. Donc, il est devenu de plus en plus important de gérer et d'optimiser ses coûts liés au cloud. Surtout que les usages ont beaucoup changé. Maintenant, pour un développeur, il est possible, par une erreur ou par une mauvaise manipulation, de générer des coûts faramineux. Donc, c'est pour ça que le FinOps est quelque chose qui est apparu depuis 2019 à peu près. Donc, le FinOps, c'est quoi? C'est un cadre opérationnel et une pratique culturelle qui maximise la valeur commerciale du cloud. Cela concerne aussi bien le cloud privé que le cloud public. Donc, ça concerne aussi les infrastructures on-premise. Donc ça permet de faire le pont entre les équipes de finance, de tech et les équipes produits. Donc ça repose sur 6 principes. Dans un premier temps, les équipes doivent collaborer. C'est vraiment important d'avoir des échanges entre les équipes. Il ne faut pas que ça soit siloté, donc ça fait un peu un lien avec le DevOps. Chacun doit être responsable de ses usages. Donc c'est important dans cette culture de mettre en avant et de sensibiliser sur les personnes techniques que leurs actions ont des conséquences. Il faut aussi donc, pour les équipes, avoir des données FinOps accessibles et précises. Il faut qu'on puisse se reposer sur des données fiables pour qu'on puisse leur faire confiance. L'équipe FinOps doit être, centralisée, donc l'équipe FinOps s'occupe de poser un cadre et ensuite, l'exécution, c'est plus, décentralisé. Au niveau de la valeur ajoutée doit conduire des décisions technologiques. Et il ne faut pas oublier de tirer parti du modèle de coût variable du cloud. Donc le cloud, ça permet d'avoir des ressources à la demande et donc il ne faut pas hésiter à pouvoir, en utiliser moins quand il n'est pas nécessaire et plus quand il y a une montée en charge. Ensuite donc, le FinOps, quelle est sa place dans une organisation? Donc, il faut, comme j'ai dit, précédemment, au niveau du FinOps, la responsabilité, elle est partagée. Donc ça veut dire que chacun doit être, conscient de ses usages. Le but, c'est de sortir du silo où la finance paye et la tech dépense.
il ne s'agit pas de faire de la surveillance, mais de la sensibilisation auprès des équipes. Il faut que chacun puisse être conscient de ses usages. Donc, cette culture, c'est de faire comprendre que le code, a un prix. Chaque ligne de code, chaque, choix d'architecture a un impact financier immédiat et donc il faut pouvoir, réagir et faire attention aux décisions que l'on prend. Donc, comme je l'ai dit précédemment, au niveau du FinOps, c'est un pilotage qui est central et une exécution qui est distribuée. Donc, c'est une équipe centrale qui définit le cadre, qui négocie les tarifs avec les fournisseurs, qui fournit les outils de visibilité. Mais ce sont les équipes projets sur le terrain qui gardent l'autonomie pour optimiser leurs ressources au quotidien. Ok, merci Robin. Dernière piqûre de rappel, justement pour entamer la discussion sur l'observabilité et le FinOps, et aujourd'hui comment vous allez pouvoir optimiser vos coûts. On reparle rapidement des environnements IT. On connaît l'historique, l'infrastructure sur site ou en français l'on-premise, plus particulièrement. Donc là, c'est juste le fait que vos serveurs seront physiquement présents dans les locaux de votre entreprise. Donc là, tout est géré par vous, que ce soit le matériel, les mises à jour, la sécurité, l'électricité, le bâtiment, le refroidissement, tout ça. Donc l'avantage principal, ça va être un contrôle total en fait finalement de votre infrastructure, mais l'inconvénient par contre, c'est les coûts. On va avoir des coûts beaucoup plus élevés que les environnements que je vais vous parler juste après, donc ça va être beaucoup plus rigide et vous aurez une difficulté à monter ou à descendre en charge en fait dans des besoins typiquement de resales online, etc. C'est très compliqué et c'est devenu un enjeu dans les 10 dernières années et donc c'est pour ça que sont arrivés le cloud. Avant de parler du cloud public, je parlerai rapidement du cloud privé. Donc, c'est la même chose que l'on-premise, à la différence que les ressources infrastructures ne sont pas présentes physiquement chez vous, mais elles sont présentes dans un data center qui peut vous appartenir, mais pas dans les locaux principaux de votre entreprise. Ça peut être un data center qui vous appartient ou à la rigueur un prestataire chez lequel vous louez des baies de serveurs. Euh, L'avantage principal, encore une fois, c'est que c'est géré par vous. Les données, vous les maîtrisez, vous savez où elles vont, vous contrôlez l'ensemble de tout, niveau conformité, réglementation, normes, etc. La différence, c'est que ça va coûter plus cher que l'on-premise, vu que vous allez devoir, quand vous passez par un prestataire, payer le prestataire pour les ressources qu'il va vous mettre à disposition. Ressources, on parle de bâtiments là, hein, ou à la rigueur, ça va vous coûter juste plus cher. Donc là, la suite, c'est le cloud public. Le cloud public, c'est quoi? Vous le connaissez tous, les gros clouds publics, AWS, GCP, Azure, GCP, Google Cloud Platform, encore une fois. Donc ça, les clouds publics, ça a été la révolution donc, dans les 10 dernières années. C'est ce qui a permis en fait, d'avoir l'impression de dépenser sans compter, où en fait, là, plus aucune donnée n'est chez vous. Quand vous êtes dans un environnement 100% cloud public, j'entends, donc plus aucune donnée n'est chez vous, vous passez à 100% par un prestataire pour justement utiliser des ressources qui vous louent. La plupart du temps, on paye à l'usage, donc ça va être à la seconde, à la minute, au mois, dans un data center qui ne vous appartient pas, du coup, qui appartient au gestionnaire d'informatique. Le seul problème de tout ça, c'est que vous allez avoir une dépendance à ce fournisseur. Donc, en général, on essaie de ne pas être dépendant d'un seul cloud public, mais d'en avoir plusieurs pour éviter que si un tombe, on soit totalement dans le noir. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Et le gros point négatif du cloud public, c'est que vos données, vous ne savez pas réellement où elles sont. Parce que si vous activez des systèmes de réplication de données, des backups, et vos données, elles peuvent être un peu n'importe où en Europe. Et donc, pour des environnements typiquement bancaires, qui sont régis par des normes DORA ou quoi que ce soit, vous avez besoin de savoir où sont vos données, comment vous pouvez les maîtriser. Et donc, c'est un peu plus compliqué. Et le dernier, ça a été un petit peu le mélange de tout ça. Donc, on appelle ça le cloud hybride. Donc là, justement, vous allez un peu sélectionner les ressources que vous voulez déporter sur le cloud et vous allez garder, par exemple, vos données. Donc là, ça va être un exemple. Encore une fois, on va parler de banque. C'est un bel exemple de criticité, de réglementation, de données, etc. On va dire que vos données clientes, elles sont chez vous, dans un environnement on-premise ou cloud privé, bien sûr. Et par contre, tout ce qui va être workload, donc charge de travail, donc quand par exemple vous allez avoir de la connexion sur votre application bancaire, et votre back-end il va être mis en place sur un cloud, ce qui va vous permettre d'avoir une scalabilité, donc une augmentation de charge. Je ne sais plus si c'est comme ça en français, mais peu importe, qui va vous permettre en fait justement d'être tout à fait résilient et de pouvoir absorber n'importe quelle charge charge de travail justement grâce au cloud. Alors tous ces environnements-là, ils ont les mêmes problématiques, les mêmes défis. En premier, on va parler de disponibilité et de fiabilité. On a toujours les mêmes problèmes, la stabilité, la performance, la résilience.
dans tous les environnements, on aura toujours le même sujet, puisque c'est globalement les principaux, le point d'importance le plus présent quand on parle d'IT. La performance, encore une fois, là, on va parler de latence, de temps de réponse et de saturation de réponse. Ah, pardon, merci d'avoir changé. Merci d'avoir changé la slide. Donc, on va parler de latence, de temps de réponse et de saturation de ressources. Là, par contre, ça va être important, parce que votre latence, elle va être dépendante de là où vos données se situent. Dans un environnement cloud public, typiquement, si vos données sont en Amérique, et ben, vous allez avoir une latence beaucoup plus importante que si vos données sont en France. Donc ça, c'est un sujet. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est que les données ne coûtent pas le même prix en fonction des régions. On ne va pas tout mélanger, on en parlera juste après. Robin vous en parlera un peu plus tard. Autre point, l'organisation des ressources, justement. C'est compliqué de piloter vos données en fonction de l'environnement dans lequel elles sont. Typiquement, dans un environnement on-premise ou cloud privé, j'en ai parlé plus tôt, on va avoir des problèmes de surdimensionnement d'infrastructures et d'investissements qui vont être lourds et à court terme. Alors que le cloud, ça va être un investissement beaucoup plus à long terme, mais par contre, vous aurez des dérives budgétaires. Donc, typiquement, vous allez être beaucoup moins en maîtrise de qu'est-ce que ça vous coûte, finalement. Quand on parle de coût, on parle aussi de sécurité. Et là, justement, dans un environnement on-premise, typiquement, votre sécurité, elle est très simple parce qu'il vous faut un badge pour accéder à votre bed server, alors que dans le cloud, il vous faut un accès, un login, un mot de passe. Ce n'est pas les mêmes défis, mais ils ont tous les mêmes points communs. Il faut être en capacité de mesurer, de vérifier qui c'est qui rentre dans votre infrastructure, qui c'est qui a des contrôles dessus. Quand on est dans un environnement cloud, on va être beaucoup plus sur des contrôles logiques que dans un environnement on-premise ou cloud privé, où ça va être beaucoup plus des contrôles physiques, mais ça reste les mêmes contrôles. Point à côté qu'on peut encore mentionner, c'est la visibilité et le diagnostic. La corrélation des événements, les métriques, les logs, tout ça, c'est lié à n'importe quel environnement. Et le silo organisationnel, ça va être typiquement une difficulté d'automatiser les choses et d'être dépendant de quelqu'un. Dans un environnement on-premise, vous allez être dépendant d'humains. Dans un environnement cloud, vous allez être dépendant de cloud provider. Tous ces environnements, voilà, et en particulier celui du cloud, ont des défis qui sont liés. Et ils sont liés justement à l'essor du cloud. L'essor du cloud, c'est ce qu'on a vu dans les 10 dernières années où tout le monde est passé sur le cloud. Tout le monde a cliqué sur le bouton « Je veux que ce soit plus simple, je ne me préoccupe pas du prix ». Et c'est justement le sujet qu'on va évoquer aujourd'hui. Dans un environnement aujourd'hui qui a augmenté en complexité, qui s'est diversifié à tous les niveaux, où la panne n'est plus tolérée, dans le retail en particulier, on n'accepte pas d'avoir un environnement qui tombe, ne serait-ce que 5 minutes, parce que c'est des pertes de chiffre d'affaires. Il a été important de se dire qu'on va peut-être avoir du scaling automatique. Et donc, du coup, le cloud a répondu à ce problème, mais derrière, ça a été beaucoup plus compliqué de maîtriser les coûts, car, comme je l'expliquais plus tôt, on dépense sans compter, on décide d'avoir du scaling, donc c'est-à-dire que notre infrastructure s'adapte en direct aux besoins qui sont demandés par les clients. Quand on fait ça en général, si c'est mal géré, on a des difficultés, on a des problématiques en fait de coûts, car comme je l'expliquais plus tôt, les coûts sont en rapport avec votre utilisation. Ça peut être calculé en puissance de calcul ou en temps d'utilisation. Si vous avez 100 ressources qui se déploient parce que d'un coup, il y a quelqu'un qui vous DDoS, ben, ça va vous coûter plus cher, alors qu'avec de la prévision, qu'on va parler un peu plus tard, vous n'aurez pas eu besoin de faire ça. Je parlais un peu plus tôt de ça, c'était la maîtrise des coûts, le pay as you go, c'est quelque chose qui est arrivé encore plus avec le cloud. C'est compliqué de maîtriser et de pouvoir avoir une vision sur le long terme en fait, sur les coûts de votre cloud, tout simplement. Et voilà, je vais ensuite laisser parler Robin sur la suite, donc je te laisse parler. OK. Alors, donc la question, c'est de savoir comment font les organisations aujourd'hui. Donc, les organisations n'ont pas forcément attendu le FinOps pour, s'adapter. Donc, il a fallu, dans un premier temps, utiliser des outils, comme des outils de business intelligence, donc comme, Excel, Power BI ou Looker. Ensuite, il y a des outils, qui sont fournis par les cloud providers directement. Donc, les outils comme Explorateur de coûts d'AWS, Azure Cost Management de Azure et le rapport Cloud Billing de Google Cloud. Ensuite, en fonction de la taille de l'entreprise, on peut utiliser des logiciels internes qui sont développés, donc qui sont sur mesure pour, les besoins de l'entreprise. Et il y a des software as a service aussi qui sont spécialisés dans le domaine. Donc là, j'en ai cité 3 principalement. Donc il y a Apptio de IBM, Flexera et Cloud Health.
Donc je vais faire un rapide, focus sur chacun d'entre eux là pour vous expliquer leurs avantages, leurs inconvénients et dans quelle société ils sont utilisés. Donc dans un premier temps, je vais faire un focus sur, Excel. Donc, Excel, c'est une solution qui est utilisée pour le FinOps principalement par les startups et les PME. Donc c'est quelque chose qui peut facilement être, intégré, au sein d'une entreprise qui a une échelle, une assez petite échelle. Donc, les avantages, c'est que ça permet d'être flexible et c'est une compétence qui est vachement répandue, Excel. Donc ça permet de pas avoir besoin de compétences spécifiques. Les inconvénients, c'est qu'il peut y avoir une limite au niveau de la puissance, c'est-à-dire que parfois les Excel peuvent être lourds. Il y a une limite de ligne et la maintenance reste néanmoins coûteuse puisque c'est quand même des humains qui derrière doivent mettre à jour l'Excel en temps de manière, régulière. Il peut y avoir aussi des problèmes liés à des erreurs de manipulation qui peuvent parfois coûter du temps humain, pour résoudre le problème. Ensuite, je vais vous parler de Power BI. Donc, Power BI, donc c'est une solution j'ai pris des exemples de sociétés françaises qui utilisent Power BI pour, le FinOps. Donc on a Air France, KLM et Sanofi. Donc les avantages de Power BI, c'est que ça permet d'avoir une vue unifiée avec, des données, de différents clouds et donc c'est très bien intégré avec, du cloud, Microsoft, avec Azure Cost Management puisque c'est la même société qui développe l'outil. Donc, les inconvénients, c'est que c'est certes assez complexe. Il faut maîtriser des langages comme le DAX ou Power Query, donc ça nécessite des compétences spécifiques et il faut aussi pouvoir maintenir les connexions API pour récupérer les données. Donc il peut y avoir des changements dans les contrats et donc ça nécessite quand même une maintenance et une équipe qui gère l'outil en temps réel et de manière régulière. Ensuite, on a le outil, le outil BI du côté Google, donc qui est Looker. C'est utilisé principalement par Decathlon et ManoMano, donc dans le retail. Les avantages de cet outil, c'est que c'est, un outil qui est performant, qu'on peut facilement, croiser les données. Les inconvénients, c'est que c'est fortement, comment dire? Fortement associé aux environnements Google, donc c'est facilement intégrable quand on utilise Google et un peu moins quand on utilise, pas Google comme, cloud provider et il y a une certaine courbe d'apprentissage aussi. J'ai même pu moi-même mettre les mains dans Looker, récemment et il y a quand même un certain apprentissage pour pouvoir gérer tous les filtrages et comment dire? Les différents tableaux. Ensuite, donc il y a la solution d'AWS, donc c'est l'explorateur de coûts AWS. C'est utilisé principalement, par les startups, parce que les startups, elles ont peu de moyens pour mettre en place du FinOps et AWS, c'est la solution la plus utilisée par les startups, donc elles peuvent, directement, bénéficier de cet outil pour gérer leurs coûts. Donc les avantages, c'est que c'est gratuit, et ça permet de mettre en place des automatisations. Donc on peut automatiser le fait de fermer certaines ressources, mais c'est à vos risques et périls, hein, ça peut parfois causer des dommages. Les inconvénients, c'est qu'il y a un historique, limité à 12 mois, donc ça permet, peu d'agilité pour comparer ses dépenses à l'année précédente, par exemple, enfin ou 2 ans en arrière. L'interface, elle est plutôt austère et puis, dans l'ensemble des solutions, j'ai oublié de le dire aussi, précédentes, il y a des problèmes de ah non, non, du coup, non, c'est là, on vient de je me suis trompé. Donc là, on focus sur les solutions de cloud provider. Donc, dans les solutions de provider, il y a un problème, c'est que parfois, il peut y avoir un décalage des données. Donc, il faut attendre 8 ou 24 heures pour avoir les données et donc, parfois, le feu a démarré alors et on s'en rend compte, 8 heures ou 24 heures après. Donc, là, je fais un focus sur les solutions des cloud providers. Donc là, je passe à Azure Cost Management. Au niveau des clients utilisés, donc, les clients qui l'utilisent, il y a La Poste et Air Liquide. Donc les avantages, c'est que c'est gratuit. Ça permet une certaine gouvernance au niveau de la gestion. Ça permet de bloquer la mise en place d'infrastructures coûteuses, donc avec Azure Policy.
Donc, en mettant en place des politiques, on peut bloquer la mise en place d'infrastructures coûteuses. Donc ça permet de réduire les risques et vraiment gérer, quelles ressources peuvent être déployées dans le cloud. Et l'avantage aussi, c'est que ça permet de supporter des données d'AWS. Donc apparemment, il y a une connexion assez, bien faite avec AWS, donc ça permet de supporter les coûts AWS. Donc si on a un environnement multi-cloud Azure et AWS, le Azure Cost Management est compatible. Donc les inconvénients sont toujours les mêmes comparés à AWS, donc il y a toujours un décalage de 8 à 24 heures et une certaine rigidité au niveau de l'interface et des possibilités. Donc c'est pas on peut pas faire n'importe quoi, il y a quand même des limitations sur l'outil. Je vais parler maintenant du dernier, principal cloud provider, donc le Google, donc le rapport de cloud billing. Donc c'est utilisé par L'Oréal et AG2R, La Mondiale. Les avantages du rapport de cloud billing, c'est une interface plus intuitive. Ça permet de faire des exports, BigQuery et il y a le FinOps Hub qui permet de comparer ses, son son efficacité FinOps par rapport à d'autres entreprises du même secteur. Donc, ça c'est une option qui est activée par défaut, mais qui peut être désactivée. Ça permet de se comparer par rapport à d'autres sociétés sur, l'optimisation et sur la gestion des coûts du cloud. Les inconvénients, c'est que c'est fortement lié, à Google avec, les exports BigQuery. Donc si on veut aller plus loin dans l'analyse, il faut forcément faire des exports BigQuery et donc ça engendre des coûts de stockage et il y a toujours le problème de décalage avec les solutions données par les providers. Maintenant, je vais faire un focus sur les solutions, software as a service. Donc il y a le leader du marché qui est Apptio. C'est une solution qui est développée par, IBM. Donc les clients sont la Société Générale, Schneider Electric et Engie. Le principal avantage de l'outil, c'est que il y a une grosse maîtrise du chargeback. Donc le chargeback, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir, réattribuer une facturation a posteriori sur, un outil particulier ou une équipe. Donc ça, c'est ça parfois le problème, c'est qu'on a une facturation qui a été mal attribuée et donc le fait de pouvoir la réattribuer à la bonne équipe, ça permet d'avoir une meilleure gestion de ses finances. Les inconvénients, donc c'est un outil qui est complexe et peu intuitif, mais il est facilement intégrable. Mais après ça, c'est le problème de tous les grosses solutions qui peuvent parfois être, lourdes. Je vais vous parler maintenant de Flexera. Donc c'est le numéro 2 du marché. Flexera, c'est utilisé par Airbus, Orange et la BNP, Paribas. L'avantage concurrentiel de Flexera, c'est qu'il a une bonne gestion des licences. Il, permet par exemple de connaître donc l'ensemble des licences possédées par l'entreprise et de donner des conseils sur, si vous utilisez par exemple, si vous mettez en place ces licences, vous réduirez vos coûts d'utilisation alors par rapport au fait que vous en avez disponibles et qu'elles ne sont pas utilisées. Les inconvénients, c'est que c'est une mise en œuvre qui est apparemment très lourde, il y a des personnes qui sont enfin, on doit, comment dire? Utiliser des ressources spécialisées, des personnes spécialisées dans l'intégration de Flexera pour pouvoir l'intégrer. Ensuite, donc je vais vous parler de Cloud Health by VMware. Donc c'est une solution software as a service qui est utilisée par Thales et la SNCF. Donc l'avantage, c'est que ça permet d'avoir une bonne gestion entre les clouds privés et les clouds publics. Donc quand on a un cloud, on a un environnement multi-cloud avec une partie privée et une partie publique, c'est vraiment la solution à utiliser. Les inconvénients, c'est qu'il y a eu un récent rachat par Broadcom, donc c'est une société, qui a effectué un rachat il y a peu de temps et cette société, ça engendre une incertitude au niveau de une hausse des coûts et une perte en innovation. Voilà, principalement. Ensuite, donc il y a les possibilités pour, des grosses entreprises ou des entreprises de taille moyenne de développer leurs propres solutions. C'est toujours, la question du make or buy. La question à peut se poser, si, il y a des besoins métiers spécifiques, si, parfois il y a des sociétés qui utilisent des logiciels,
des software as a service et ils se rendent compte qu'ils n'ont pas forcément la main sur les données, pas la main sur les usages et du coup, ils commencent à développer leur propre logiciel interne pour avoir le contrôle sur leurs données et le contrôle sur leurs usages. Ça permet de mettre en place aussi des automatisations sur mesure, donc de pouvoir, comment dire? Éteindre des ressources, si nécessaire ou réduire la charge si nécessaire et ça permet aussi de pouvoir faire une intégration, comment dire? Sur mesure, aux workflows existants pour les développeurs, s'intégrer à des workflows spécifiques, en interne. Ensuite, je voulais vous parler brièvement donc d'une solution d'observabilité qui est Datadog, qui permet une gestion des coûts. Hem, du coup, de base, c'est un outil d'observabilité, mais c'est utilisé principalement dans le retail, parce que contrairement aux outils précédents où il peut y avoir un décalage entre, la consommation de la ressource et la facturation. Ici, on peut faire directement une corrélation entre, l'utilisation de la ressource et son prix théorique et donc ça permet d'avoir, un coût vraiment à la minute et donc de pouvoir se rendre compte très rapidement d'un usage, un usage trop important de certaines ressources et d'avoir des alertings, spécialement, des alertings ces usages trop importants et donc ça permet de réagir plus vite et donc ça peut être, un, un avantage concurrentiel dans le cas d'entreprises dans le retail où une montée en charge ou une montée en charge peut être, important dans les périodes dans les périodes de haut business ou par exemple durant le Black Friday. Les principaux inconvénients de Datadog, ce sont les licences qui sont très coûteuses, mais à part ça, ça permet donc, une certaine flexibilité, qui est gagnée aussi. Donc, avec toutes ces solutions que je vous ai présentées, dans un environnement où il y a plusieurs clouds, quelles sont les difficultés rencontrées? Donc les difficultés qui sont rencontrées pour agréger les données financières de plusieurs clouds, c'est, les métriques qui ne sont pas forcément alignées. Par exemple, chez AWS, un CPU chez AWS, c'est pas forcément la même puissance qu'un CPU, côté, Azure, côté Microsoft. Donc, un vCPU ne consomme pas la même puissance qu'un Core Azure, donc le coût de cycle est pas comparable entre les 2. Donc il faut pouvoir, faire une gymnastique et faire une équivalence entre les 2 coûts. Les modèles de pricing aussi entre les différents cloud providers sont pas forcément les mêmes. Par exemple, chez AWS, pour, le stockage, on a un prix fixe pour la capacité et la performance, donc, les inputs, outputs sont provisionnés à part, donc c'est quelque chose qu'il faut rajouter. Et chez Azure, par exemple, c'est un prix fixe et un coût par transaction d'input ou output. Donc sur AWS, le coût il est stable et sur Azure, c'est une application qui écrit beaucoup et elle coûte beaucoup plus cher. Donc il faut pouvoir faire des équivalences entre ces 2 modèles de pricing. Il y a aussi, le principal difficulté aussi, c'est, au niveau des taggings et des allocations des coûts, qui peuvent être incohérentes entre plusieurs équipes et il faut pouvoir, mettre en place un système de tagging avec, une nomenclature précise pour éviter d'avoir, si jamais, 2 équipes me mettent un tag, un poil différent sur une même ressource, elle peut, apparaître sur 2 lignes différentes alors qu'elles se sont 2 fois, 2 elles sont liées à la même équipe et donc c'est pour ça qu'il est important d'avoir une cohérence au niveau du tagging et un cadre qui est donné par l'équipe de FinOps. Ok. On va vous parler maintenant d'observabilité intelligente et FinOps. Alors, qu'est-ce que c'est l'observabilité intelligente et le FinOps? En fait, ça va être un petit peu une façon de travailler pour étudier nos coûts qui change un petit peu de juste on va aller sur un service qui va nous expliquer comment optimiser nos coûts. En fait, ça va être une façon un peu comme on a connu le DevOps quand il est arrivé, ça a été une culture. Et ben en fait, voilà, on va parler de culture intelligente de FinOps. Ça consiste en quoi? Ça va consister finalement à transformer vos métriques pour les exploiter au maximum et piloter vos coûts.
Aujourd'hui, dans un contexte de cloud, chaque ressource que vous consommez, ça a un impact financier. Et là où c'est important d'avoir une observabilité intelligente, c'est qu'il faut absolument corréler l'usage technique avec les valeurs métiers et le coût que ça va vous faire, en fait. Ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre de comprendre quelles sont les applications, qui consomment, qu'est-ce qu'elles consomment, pour quel usage elles consomment et à quel moment elles consomment. En ayant ces 3 informations-là, vous allez être en capacité d'identifier qu'est-ce qui est surdimensionné, qu'est-ce qui est inutilisé, quels sont vos pics de consommation anormaux, typiquement, ou quels sont les services qui sont peu rentables, en fait, en termes de rentrée d'argent et en termes de ce que ça va vous coûter. Aujourd'hui, on a des bels exemples de ce qu'il y a sur le marché, typiquement OpenAI avec leur chat GPT, qui perdent 14 milliards par trimestre. Et ben, on se rend compte qu'en termes FinOps, c'est pas leur trajectoire. Ils ne sont pas là pour faire des économies, ils sont là pour faire de l'investissement massif. Donc là, ça peut dépendre de vos stratégies, etc. Mais ça va vous permettre, en fait, l'observabilité intelligente en général, ça vous permet d'aller un peu plus loin que juste regarder et d'attendre la facture à la fin du mois. Ça va être d'anticiper comment vous allez l'anticiper et comment vous pouvez aussi l'automatiser avec un ajustement dynamique de ressources, typiquement comme Robin l'a présenté plutôt avec Apptio Cloudability, IBM, c'est une belle solution pour vous permettre d'optimiser vos coûts. On a plein de solutions qui existent sur le marché. En tout cas, chez Synapsys, nous, on est en maturité sur à peu près toutes ces solutions. On a l'habitude de travailler avec. Typiquement, ça va vous permettre aussi d'avoir des alertes budgétaires qui vont être intelligentes via du coup de la corrélation d'informations, en corrélant les taggings que Robin a mentionné un peu plus tôt, les ressources et justement la différence qu'il peut y avoir entre les cloud providers. En résumé, qu'est-ce que c'est l'observabilité intelligente? Ça va être un levier en fait, qui va vous permettre de rendre plus facile la collaboration entre votre IT, les finances et le métier, pour optimiser vos coûts sans dégrader la performance ni l'expérience utilisateur. Juste après cette page-là, Robin va vous parler de comment vous pouvez vous organiser quand vous êtes une PME, justement, une petite, moyenne entreprise. Quelles sont les bonnes façons de mettre en place cette observabilité intelligente? Je t'en prie, Robin. Oui, donc pour mettre en place le FinOps dans une PME, donc en général, on a des ressources qui sont limitées. Donc il faut mettre en place une gouvernance FinOps légère. Donc il faut au moins un référent IT Cloud et un référent finance. Et le but, c'est de faire une revue mensuelle des coûts, donc d'avoir une estimation du coût moyen par équipe ou par type de ressources. Et donc d'ajuster les coûts en fonction d'ajuster des alertes aussi, mettre en place des alertes de budget à la bonne échelle pour avoir pour être prévenu lorsqu'il y a un dépassement directement de l'alerte et pouvoir réagir au plus tôt. Donc le but ici, c'est d'éviter d'avoir des solutions FinOps lourdes et coûteuses qui peuvent, engendrer des surcoûts et de perdre du temps, dans du paramétrage et de l'optimisation, alors qu'une simple, mise en place d'un rendez-vous mensuel suffit pour, engendrer une optimisation des coûts et une bonne gestion du FinOps dans l'entreprise. Donc ensuite, Jérémy va vous parler des solutions à mettre en place dans le cas d'une plus grosse, entreprise. Euh, Là, justement, donc, quand on est une grosse entreprise, on se pose la question de qu'est-ce qui est le plus intéressant? Est-ce que le plus intéressant, c'est d'investir dans une solution typiquement SaaS, Software as a Service, donc typiquement Cloudability, ce genre de choses? Ou est-ce que justement, donc toutes ces technos en fait qu'il vous a présenté plus tôt, hein, Robin, je ne vais pas retourner dessus, ou justement, est-ce qu'on ne penserait pas autrement? On a une grosse entreprise, on a de l'argent et on ne veut surtout pas en perdre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour optimiser tout ça? Eh ben, on peut construire une équipe qui va être centralisée justement sur le FinOps. Cette équipe, en fait, elle va vous mettre à disposition des règles, des normes, des nomenclatures communes, car particulièrement quand vous êtes sur des environnements multi-cloud, comme l'expliquait un peu plus tôt Robin, vous avez des ressources qui n'ont pas le même prix, qui n'ont pas la même valeur, pourtant elles s'appellent de la même façon. On va aussi avoir des prélèvements qui ne vont pas être les mêmes. Typiquement, sur GCP, on est souvent facturé à la seconde. Sur AWS, on va être facturé au mois ou à l'heure. Chez Azure, on va être facturé au mois. Et en fait, tout ça, c'est très compliqué quand on n'a pas de service propre FinOps. On n'a pas de personnes responsables en fait, de ces coûts, de justement avoir une vue globale de combien ça va vous coûter si vous avez une application qui est répliquée sur plusieurs cloud providers.
Et bien justement, on le voit en 3 points là, dans cette slide, c'est visibilité accrue des coûts. Donc globalement, la nomenclature, ça va vous permettre d'avoir cette lecture claire des coûts et d'améliorer la transparence financière de votre entreprise. La responsabilité des équipes, avoir encore une fois un service FinOps, ça va vous permettre il va vous permettre de créer un langage commun entre vos différents services pour que vous appeliez une ressource, typiquement une ressource EC2 sur Amazon, ou une ressource, une autre machine virtuelle sur un autre provider, vous allez l'appeler machine virtuelle. Et vous allez arrêter de donner un nom très propre au cloud provider. Et en fait, avoir ce même langage dans des équipes qui ne vont pas bosser sur les mêmes cloud providers, ça va vous permettre de comprendre quelles sont vos difficultés communes, quelle optimisation vous pouvez faire. Typiquement, si vous avez un cloud provider qui va vous coûter moins cher qu'un autre, mais que vous avez quand même envie d'avoir de la réplication, vous pouvez peut-être attribuer plus de ressources dans celui qui vous coûte moins cher, tout en gardant votre réplication. Et l'adapter en temps réel si jamais le cloud provider dans lequel vous avez le plus de ressources tombe. Le dernier point, c'est le pilotage budgétaire facilité. Justement, un référentiel partagé, ça va vous permettre de pouvoir savoir, peu importe le service, dans ce service, quelle application vous coûte le plus cher? Quel est le service qui va vous générer cette dépense particulière? Ou quelle est l'équipe qui est responsable de cette dépense? Voilà. Donc tout ça, c'est un prérequis essentiel pour avoir un FinOps qu'on dit efficace. Ça va vous permettre d'optimiser, d'automatiser, d'avoir du reporting et de fiabiliser les arbitrages budgétaires afin d'aligner et durablement les décisions techniques et les enjeux financiers et métiers. Quels sont aussi les outils métiers qui peuvent exister dans ces différents environnements? Eh bien, il en existe. On n'en a pas parlé plus tôt, mais on a des outils comme Cloud Vision, comme Infrascope ou comme Costpilot qui vont justement vous aider et qui pourront, par exemple, être mis à disposition de vos... Et ça, c'est pas en rapport, par exemple, avec une grande entreprise ou une petite entreprise, ça va être globalement, peu importe votre démarche FinOps, il y a des métiers qui vont vous permettre de comprendre quels sont les coûts, peu importe l'environnement dans lequel vous êtes. Par exemple, Cloud Vision, ça va vous permettre d'agréger tous les coûts de tous vos environnements. Infrascope, par exemple, ça va vous permettre d'avoir une vue globale des performances, le coût d'un service, peu importe l'environnement, que ce soit de l'on-premise, que ce soit un environnement de production, que ce soit un environnement de développement, d'homologation, de sandbox, peu importe. Et Costpilot, à côté, le dernier exemple, ça va vous permettre de vous donner des recommandations d'optimisation de vos coûts. Typiquement, vous avez une ressource qui est là depuis 6 semaines, qui tourne pendant 6 semaines, mais qui est utilisée, pas consommée du tout. Quel intérêt de l'avoir encore aujourd'hui? Et justement, quand on a des centaines et des milliers d'applications qui tournent en parallèle dans notre infrastructure, c'est souvent compliqué de trouver la petite application qui tourne, mais qui n'est pas utilisée parce qu'en fait, on ne la voit pas remonter dans l'observabilité finalement, parce qu'elle n'est pas consommée, elle n'a pas de problème, mais pourtant, elle consomme toujours des ressources sur le cloud. Ça, c'est très important. Donc, Costpilot, par exemple, peut vous aider à avoir cette recommandation d'optimisation. On peut aussi parler de surdimensionnement. Donc là, on a beaucoup de solutions qui sont sorties dans les dernières années en rapport avec Kubernetes, qui vont vous permettre justement de savoir, plutôt que d'utiliser 2 ou 3 pods, vous allez utiliser que 2. Enfin, ça va vraiment vous donner une optimisation simple, des recommandations simples, et vous avez même la possibilité de donner les mains à ces solutions-là pour qu'elles fassent toutes seules, en direct et de façon logique, l'orchestration en fait de vos ressources. Dernier point, c'est donc en fait, voilà, c'est ça, la vision transverse et le FinOps. Ces outils vont vous permettre d'avoir une vision transverse et de faciliter les décisions éclairées. En fait, ça veut juste dire que derrière, votre FinOps, il va être compréhensible par toute l'entreprise, peu importe le service, peu importe l'entité, peu importe le projet. Et on va finir sur les 3 choses qui sont à retenir de tout ce webinaire. Le premier, c'est que l'observabilité, ça a un coût. Quand on parle de services, Cloudability, Flexera, etc., ça va vous coûter de l'argent, mais en fait, cet argent, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. C'est très important à noter, car en fait, cet argent que vous allez dépenser va vous permettre d'en gagner beaucoup plus derrière, ou plutôt d'en perdre moins, et d'arrêter de prendre des décisions à l'aveugle. Deuxième point, c'est que la gouvernance dans le cloud, ça coûte cher, mais grâce au FinOps, ça devient maîtrisable. Et le dernier point, c'est que la valeur ne vient pas des outils, mais de l'usage qu'on en fait. Encore une fois, c'est une belle phrase pour dire que le FinOps, c'est une culture, et non pas juste un métier où on suit des règles, mais c'est plutôt un travail collaboratif entre les équipes finance, IT et le métier. Je vais te laisser reprendre. Merci Robin, et je vais te laisser reprendre Nathalie sur la fin.
Merci beaucoup, c'était une belle fin, une belle conclusion, je pense. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat s'il y a des choses qui vous semblaient pas forcément claires, si vous avez des questions complémentaires par rapport à ce qu'expliquaient, Jérémy, et Robin. Mais si pas forcément de réaction, je pense qu'on peut tout simplement mettre fin, à la session. Donc, merci Robin, merci beaucoup Jérémy pour, toutes ces informations. Et puis, n'hésitez pas effectivement à prendre contact avec nous si vous souhaitez qu'on Il y a une question. en discute. Effectivement, il y a une question. Si j'ai bien compris, vous implémentez les outils du marché de enfin, vous voulez que je vous laisse, Oui, tout à fait, oui. Ouais. exactement. Alors de bout en bout, en fait, sur du conseil, des études plutôt techniques, des études de faisabilité, sur de l'implémentation technique, de l'aide au choix d'outils. C'est ça. Voilà, en fait, de bout en bout, on fait de l'assistance technique, donc on accompagne les clients vraiment, pour renforcer les équipes sur des missions plutôt long terme, mais on est aussi présent sur des formats plutôt forfaits, sur des enveloppes de jours, en fait, au résultat, donc du coup, enfin, au projet. Donc du coup, on est très flexible au niveau de notre méthode d'accompagnement. On a Voilà. des profils, voilà, on est partenaire aussi Microsoft, on a des profils qui sont certifiés sur du FinOps, moi typiquement sur la partie Google Cloud. On a Mmh. vraiment tout type de profils chez Synapsys qui répondent globalement aux besoins. On a beaucoup de clientèle de retail, de banques, etc., qui bossent sur du cloud et même des problématiques on-premise d'optimisation de coûts finalement. Voilà, donc oui. C'est ça, voilà. Merci, David. Merci en tout cas pour, du coup, voilà, votre présence. Merci Robin, merci Jérémy, merci beaucoup pour toute cette présentation et puis, du coup, voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci. Merci beaucoup. Au Bonne revoir. journée. Au Au revoir. revoir.